Salut à tous et à toutes, bienvenue dans ce numéro 19 de la deuxième saison de Andromag, un numéro très particulier puisque c'est l'un des seuls que nous ne tournons pas en direct et ce pour une raison très simple. Donc à l'heure où sera diffusé ce numéro pour la toute première fois, nous serons dans l'avion en direction du MEDPI, le MEDPI 2015, ce salon qui se déroule à Monte-Carlo est spécialisé dans la high-tech et les innovations. Bonsoir Mathieu. Salut, ça va ? Tu vas bien ? Ça va. Mathieu, on ne te présente plus, surtout auprès de nos spectatrices et de nos spectateurs. Android MT, testeur, rédacteur, contributeur. T'es un peu la star du site, Mathieu. Voilà, et, ouais, peut-être pas, mais on essaye. En tout cas, on est là, on contribue bien. Écoute Mathieu, je suis très content de t'avoir à mes côtés ce soir. Donc, comme vous l'aurez remarqué, Marie n'est pas là. On lui envoie des gros bisous, puis on lui dit à très bientôt pour le prochain numéro de Andromag. Avec nous aussi ce soir, Pierre-Alexandre, que vous voyez ici, juste à côté de moi. Bonsoir Pierre-Alexandre. Salut à tous. Pierre-Alexandre Perret, cofondateur du site androgames.fr, que vous devez peut-être déjà consulter si vous vous intéressez à l'actualité Android et si vous êtes un gamer comme moi. Voilà. Alors, je voulais aussi vous rappeler que cette émission... cette émission, on va aussi saluer nos partenaires, hein, effectivement, a pour partenaire donc Gizmodo.fr et puis Android France, que l'on salue bien fort. N'hésitez pas à interagir avec nous. Alors même si on n'est pas en direct, le live est lancé sur YouTube, sur la chaîne Watch TV. Vous pouvez interagir avec nous, nous envoyer des petits tweets avec le hashtag de l'émission #Andromag. Oui, et puis même simplement. certains ont vu même les coulisses déjà. Eh bien oui, voilà. On a lancé, pour tout vous dire, le live depuis déjà quelques minutes avant l'émission. On a pu déjà interagir avec quelques-uns d'entre vous. Merci d'être là. Mathieu, qu'est-ce que tu dirais d'un petit sommaire aux petits oignons ? On y va. Ça te va ? J'adore. Alors, au sommaire de ce soir, ça va être assez simple. On va commencer, Mathieu, par une première partie autour des nouveautés du côté des terminaux entrée et moyenne gamme sous Android. Une fois n'est pas coutume. Il y a déjà, lors de la dernière émission, on a parlé du LG G4, un terminal haut de gamme. Cette semaine, on va évoquer ses petits cousins, le G4 Stylus et le G4C. C'est comme compact. Oui. Chez Sony, on aura le Xperia E4G. Voilà pour la première partie d'émission. Une deuxième partie consacrée à l'actualité de notre OS préféré. On va parler musique, on va parler de sport, on va parler de peinture d'intérieur, figure-toi Mathieu. Et on n'a pas mis la peinture d'intérieur au sommaire à cause de toi, voilà, ça c'est dit. Enfin, une rubrique inédite dans l'émission. Encore une fois, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Alexandre avec nous, qui sera avec nous pendant toute l'émission et qui interviendra en particulier en fin d'émission autour d'une rubrique on va parler jeux mobiles tout simplement mobile, on va parler jeux mobiles, les jeux mobiles du moment pour Pierre-Alexandre et puis on en fera un tour avec son avis éclairé. Voilà pour le sommaire Mathieu, Pierre-Alexandre. Je vous propose d'enchaîner tout de suite après un jingle. Bon, et Mathieu, on va commencer l'actualité. On va commencer tout de suite avec la rubrique des news plutôt côté hardware, avec LG qui nous propose donc des nouveaux terminaux après le G4. Donc, on a beaucoup insisté sur le G4 lors de la dernière émission. On a eu le plaisir d'avoir avec nous le directeur marketing de LG France. Très grosse émission sur le G4, si vous voulez tout savoir. Ouais, alors si vous voulez tout savoir sur le G4, effectivement, Mathieu, tu fais bien de le rappeler, allez sur le site de Watch TV, ou alors sur notre chaîne YouTube, et puis vous allez sur la playlist Andromag, vous verrez que le numéro 18 est consacré en long, en large et en travers à LG et au G4. Alors aujourd'hui, on va vous parler de deux terminaux qui sont plutôt positionnés, qui sont beaucoup moins chers déjà,
et puis qui proposent des fonctionnalités intéressantes par rapport au G4. Alors on a, pour commencer, ce que vous voyez à l'écran, le G4 Stylus. Alors c'est rigolo parce que outre-Atlantique, il s'appelle Stylo, voilà. Et puis chez nous, il s'appelle Stylus. Parce que je pense qu'on est meilleur en latin, donc du coup, il nous balance des trucs comme ça. Hop, stylus. Le stylus, c'est quoi? C'est un petit peu une déclinaison. Étonnamment, il est un peu plus grand. Au niveau de l'écran, il est un peu plus grand que le G4. On est sur un écran de 5,7 pouces. C'est ça. HD. 5,7 pouces au lieu de 5,5 pour le G4. Par contre, tu fais bien de le rappeler, au niveau de la définition, on est simplement sur une définition HD. Donc on n'est pas du tout sur un concurrent du Galaxy Note 4. On n'est pas du exactement, tout sur parce que critères. Ne vous détrompez pas. Effectivement, il est muni d'un stylo. Par contre, on n'est pas du tout sur la même gamme de terminaux. Ici, on est sur on passe même d'un terminal Quad HD. Qui était Quad HD dans le cadre du G4, à un terminal qui n'est même pas Full HD, il est simplement HD, c'est bien ça? Exactement. Alors, ce qui nous donne du coup une résolution, enfin pas une résolution, mais une densité des pixels de 258 pixels par pouce. Et là, ça tâche un petit peu. Ça fait un peu faiblard, surtout pour un écran aussi grand. Surtout qu'on sait que l'œil ne voit plus rien après 300. Donc là, on est bien inférieur. Ça veut dire qu'on est en dessous des 300. Ça veut dire que l'œil va distinguer les pixels. On va voir un petit peu les pixels qui vont être un petit peu gros. Ça va pixeler les yeux. Voilà, ça va pixeler les yeux. Voilà. Merci Mathieu pour cette blagounette. Voilà, donc au niveau de la définition, faut pas s'attendre à une définition, la définition d'un smartphone haut de gamme, voire très haut de gamme. Au niveau des optiques, on a une optique avant de 5 mégapixels, donc on garde un capteur avant de bonne facture pour les selfies, et un capteur arrière de 8 mégapixels. Exact. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, LG qui a décidé de garder néanmoins certaines des fonctionnalités phares du G4 et de les décliner sur le G4 Stylus. À l'époque, même pour le LG G3, c'est déjà ce qu'ils revendiquaient sur leurs appareils milieu de gamme et entrée de gamme pour les différencier des autres. C'est que, par exemple, tu avais le Knock-On ou le Knock-Code aussi qui était repris sur pas mal d'appareils milieu de gamme et entrée de gamme. Ils disent qu'ils font pas de concessions sur les fonctionnalités. C'est une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Alors moi, j'ai noté que ce qui était repris du G4, on avait le Gesture Shot. Alors le Gesture Shot, je crois me souvenir, c'est le fait de pouvoir prendre un selfie et par le mouvement du bras, de visualiser automatiquement le rendu de la photo sans pour autant devoir sans manipuler le téléphone. Bah, tu fais très bien le Gesture Shot. Je fais très bien, je me suis entraîné à Barcelone. Et, très très bien. J'ai acquis le geste. On a aussi le Glance View. Tu sais ce que c'est, le Glance View? Alors, Glance View, c'est en fait ce qu'on fait tous à peu près 150 fois par jour. C'est-à-dire qu'on allume le téléphone pour consulter, pour voir si on n'a pas des notifications. Je savais que tu le faisais. Oui, mais j'ai une montre maintenant. J'ai réglé ce problème. Alors, ça consiste en fait à glisser le doigt sur l'écran du smartphone de haut en bas sans le sortir du mode veille. Et rien qu'en faisant ça, on a une vision sur l'heure qu'il est, le jour qu'il est et les notifications. Voilà, ça c'est le Glance View. Et puis on a le Knock-Code, bien sûr, le Knock-Code qui consiste à déverrouiller le téléphone et à taper en même temps un code de sécurité à l'aide en touchant l'écran du téléphone. C'est une des meilleures fonctions chez LG. J'aime beaucoup cette fonction. En tout cas, moi, le Knock-On, qui consiste à réveiller le téléphone en appuyant dessus 2 fois, je trouve ça absolument... Oui, ça c'est... Ça a d'ailleurs été repris partout, dans le top, sur mon OnePlus One, ici je l'ai, donc je l'utilise tout le temps, et quand j'en ai un qui en a pas, ça me frustre. Non seulement ça te frustre, mais en plus on a l'air un petit peu bête quand on tapote un téléphone qui est en veille. Alors que... Exactement. Alors, ils ont aussi gardé l'autofocus laser sur le capteur arrière, et ça c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on va avoir un appareil qui sera très réactif sur l'autofocus, qui aura un autofocus plutôt efficace. Et c'est vraiment une des fonctionnalités phares du LG G3 à l'époque qui a été mis en avant. C'est le G3 qui a ramené un petit peu cette fonctionnalité-là sur le devant, et puis depuis ils ont gardé cette fonctionnalité pour les modèles suivants. On a aussi, alors au niveau du processeur, on a un processeur quad-core.
Oui, on a du Snapdragon 410 et c'est là où pour moi ça tâche. Alors 410 c'est de l'entrée de gamme au niveau chez nos amis de Qualcomm là. Et quand tu annonceras les prix, on comprend que là ils sont pas situés sur le même segment. Ouais, absolument. Ouais. Donc c'est là que ça fait un peu tâche. C'est vrai qu'on est plutôt sur du milieu de gamme sur ce terminal là. On continue avec les specs. Alors je l'ai pas dit tout à l'heure, mais bien sûr c'est un téléphone qui est 4G. Ouais. C'est un téléphone qui sera muni de 1 Go de RAM. Donc c'est vrai que 1 Go c'est peu. C'est peu. Au niveau du stockage, on a 8 Go. 8 Go de stockage et puis une extension via une carte micro SD. La batterie, elle est plutôt costaud. On a 3000 mAh. Ouais. Donc pour une configuration de ce type, c'est pas mal. Oui, c'est avec une taille d'écran de ce type. Par contre, on est sur un écran HD qui ne devrait pas être trop gourmand. Ça devrait être pas trop et puis, on a une batterie amovible, donc qui va plutôt plaire aux plus aux plus technophiles d'entre nous. Et on est sur Android 5.0. Donc on est quand même sur alors avec la surcouche LG, avec la surcouche LG qui devrait apporter des fonctionnalités supplémentaires. Ce terminal, donc le LG G4 Stylus, sera disponible à partir du mois de juin. On a la date pour la France au prix de 299 €. Donc on est effectivement sur un terminal qui est positionné en milieu de gamme. Exact. Et du coup, alors il est positionné milieu de gamme. Pourtant, il y a certaines de ces spécifications qui nous rappellent des terminaux d'entrée de gamme, très clairement. Surtout qu'alors il faudra comparer, j'ai pas fait l'exercice, mais ça serait intéressant de comparer par rapport à, tu vois, dans ces prix-là, dans les 299, on a maintenant le Zenfone 2. Bah voilà, c'est ça. Tu sais que j'aime beaucoup le Zenfone 2. Et alors c'est peut-être plus d'actualité, mais à sa sortie, il y avait même une offre sur laquelle de lancement. Il était à 50 €, on avait 50 € de réduction. Mais il était à 349 avec 50 €, donc il était à 299. C'est là, à mon avis, je pense que ça va être difficile de le retrouver. Alors, voilà, je sais pas s'il est toujours à 299. Non, mais ce que tu dis est correct, Samy. De toute façon, moi j'ai regardé, il y a un problème sur le positionnement du prix. Parce qu'en fait, si tu regardes la concurrence, tu as par exemple un Huawei Ascend G7 qui est très très beau et qui a un corps en métal. Et donc qui est dans les mêmes segments de spec, voire au-dessus. C'est-à-dire qu'on est sur le même processeur. On sait que Huawei fait ses propres processeurs, mais sur certains mobiles milieu de gamme, il repasse sur du Qualcomm. Et on sait qu'il y a 2 Go de RAM, 5,5 pouces en HD, capteur 13 mégapixels et 5 mégapixels à l'avant, 16 Go de stockage, et le prix il est à 255. Donc comme d'habitude, j'ai envie de dire, les Chinois sont très agressifs sur les prix. Bah oui, c'est ça. Même par rapport aux Coréens. C'est ça, mais ce qu'on comprend pas, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, les constructeurs font très peu de marge sur les smartphones haut de gamme. Les ventes sont compliquées pour beaucoup d'entre eux. Le marché se situe surtout sur le milieu de gamme, l'entrée de gamme. Et pourquoi bâcler je dis bâcler des specs. Voilà pourquoi. C'est là que tu vois, t'as raison, l'avantage des Chinois. J'ai regardé également, pour pas parler que de Huawei, parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps, mais tu prends le Wiko Ridge, qui a un écran 5,5 pouces, une résolution HD, pareil, capteur 13 mégapixels, 16 Go de stockage, 249 € avec une ODR 50 €. D'accord. Donc c'est dur de se positionner. Et puis j'entends Pierre-Alexandre qui nous murmure Honor. Qui a un peu, oui. Là, en équivalent, il y a le Honor 4X par exemple, qui a des bonnes specs, qui est même un peu supérieur. À 300 €, il y a le Honor 6, il y a le MX4 aussi. Il y a le Alcatel Idol Touch 3 qui vient de sortir, je crois, ou qui va sortir d'ici très peu de temps et qui est mieux spéqué aussi. Donc il y a de la grosse concurrence, et c'est vrai que niveau spécification, on est vraiment en retrait par rapport à la concurrence. Donc là, c'est dommage, quoi. Du coup, à mon avis, pour l'instant, ces marques-là ont peut-être la chance de pouvoir surfer sur une vague du fait de se dire on va acheter du LG ou du Sony ou du HTC. On est sur des marques un peu plus qui ont une renommée un peu plus importante. Oui. Mais il y a un moment, ça va se voir, quoi. Il y a un moment, ça va se voir. Surtout si vous regardez Andromag. Ouais, exact. Alors, justement, j'en profite pour saluer ceux qui nous regardent, qui ont l'air d'ailleurs d'accord avec nous. Alors déjà, on a notre copain Teddy.
ton acolyte, j'ai envie de dire, sur le podcast vidéo. L'école des fanboys. L'école des fanboys, qui nous salue. Teddy, on t'embrasse également. Et puis il y a Nicolas 1999, qui est plutôt d'accord sur et qui regrette la qualité de l'écran plutôt basique sur ce terminal. Allez, on continue avec LG. On enchaîne avec le LG G4C. C'est le prochain téléphone que vous verrez à l'écran. Alors voilà, c'est un petit peu, il a des petites airs de LG G4, mais avec un bezel plus grand, au niveau, surtout en bas et en haut. Je rappelle que le bezel, c'est la distance, c'est la marge qu'il y a entre l'écran et puis le bout du téléphone. Par contre, l'arrière est similaire au G4 et en tout cas à la finition plastique. Dans sa version plastique. Exactement. On a une coque qui est texturée. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des specs? Alors, il a également une définition HD. On est sur un écran IPS HD. 5 pouces. 5 pouces. Donc, du coup, on est sur la même résolution que le stylus, que le G4 stylus, mais avec une diagonale inférieure, c'est-à-dire qu'on va retrouver une densité de pixels qui est un peu supérieure. Là, on avoisine les 300 pixels par pouce. Donc, ça va être moins taché à l'œil. Au niveau des optiques, on a pareil du 8 mégas, du 5 mégas à l'arrière et à l'avant. On a les mêmes fonctionnalités, Gesture Shot, Glance View, Knock Code que sur le stylus, un processeur quad-core également, les mêmes specs sur la RAM, la ROM, donc la mémoire interne et la RAM. La batterie est, elle, légèrement inférieure. On est aux alentours de 2540 mAh. Voilà, c'est pratiquement le même, avec un corps plus compact. Du coup, on va avoir effectivement une densité de pixels, donc à la vue, ça va être un petit peu plus agréable au niveau de l'écran. Et au niveau du tarif, il sera 50 € moins cher, c'est-à-dire qu'il sera 249 €. Voilà. D'ailleurs, on a oublié de le dire, Mathieu, mais le stylus, à quoi sert le stylus d'ailleurs, à quoi sert le stylet dans ce téléphone-là? Alors, ce qu'on nous dit, c'est que le stylet devrait éventuellement être utilisé pour du dessin et pour de la prise de notes. Voilà. Rien de bien révolutionnaire là-dessus. Voilà, écoutez... smartphones qu'on peut pas trop recommander, sauf pour les fans de la marque LG. Ouais. Mais honnêtement, il faut regarder ailleurs, il y a beaucoup mieux pour moins cher. En termes de qualité-prix. Au même prix, malheureusement. En tout cas, c'est pas une surprise. Enfin, c'est quelque chose auquel on s'attendait. C'est-à-dire que LG était un petit peu obligé de décliner son G4 dans des catégories d'entrée et de milieu de gamme. C'est ce qu'il propose avec ces téléphones-là. Reste à voir. Moi, je pense ce qui peut sauver ces téléphones-là, c'est la partie photo, et notamment si LG rajoute un petit peu son firmware et puis les fonctionnalités qui sont propres à son appareil photo, parce que on a parlé de l'autofocus laser, qui est pas négligeable. Il y a d'autres critères, peut-être que les écrans de meilleure qualité, puis les fonctionnalités LG, donc c'est pas faux, mais après c'est dur de les conseiller, et c'est vraiment un truc que je comprends pas chez les grandes marques. C'est quelque chose que vraiment je comprends pas chez les grandes marques, parce que c'est un segment stratégique pour eux. C'est là où ils peuvent vendre de la masse, ils peuvent faire du mass market, et là... Alors Mathieu, moi je dis qu'on devrait nous embaucher un peu pour faire des specs de téléphone, ça c'est d'une part. D'autre part, on a une question de Alan qui nous regarde. Salut Alan, et qui nous demande, est-ce que le G4C remplace le G4S? Alors moi, de mémoire, j'ai l'impression que le G4S avait plutôt des specs au-dessus, non? Ou alors est-ce qu'on est dans la même catégorie? Je sais pas si c'est... faudrait vérifier. Faudrait vérifier au niveau des specs. Voilà. C'est une bonne question en tout cas, Alan. Tu nous as bien eu sur ce coup. Tu nous as bien eu. Allez, on enchaîne avec Sony et on va vous laisser apprécier la vidéo suivante. Alors,
je fais la boîte. Sony par contre fait les choses bien parce qu'au lieu de nous envoyer des petites photos par-ci par-là, donc on a carrément une vidéo. On a aussi le téléphone en studio, on l'a avec nous, on va vous proposer un petit déballage. Alors, est-ce que Mathieu, pendant ce temps-là, peut-être que tu aurais ces specs sur toi là ? Oui, j'ai quelques specs à vous donner. Donc, le Xperia E4G dispose d'un écran de 4,7 pouces avec une résolution petit Q, comme on dit d'habitude chez nous, HD. Donc, on est sur une résolution de 960 par 540. Et parce que on a aussi du KitKat, et là ça fera grincer des dents. Donc on est sur du petit Q comme je le disais pour la résolution, parce que c'est de la résolution pas en 2K mais bien inférieure. C'est comme ça qu'on fait la distinction d'ailleurs entre ces deux résolutions. Ah oui, ce que tu veux dire en fait c'est qu'on n'est même pas en HD. On n'est même pas en HD. On est en dessous de la HD, c'est quoi, c'est pas ça la QHD ? La QHD, la petite oui, petit QHD. Petit Q, ouais, en minuscule. C'est voilà, c'est le minuscule pour ceux qui se posent d'un point de vue norme, c'est le petit QHD, voilà. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans une résolution HD, on est un petit peu en dessous, on est à 960 pixels 540 de large au lieu de 1024, voilà. Grosso modo. Ensuite, on a 8 Go de stockage, extensible via une micro SD. Et là, pour une fois, quelque chose qui m'a surpris chez Sony en tout cas, on est sur un processeur Mediatek. Oui. Donc pour les fans de Mediatek, parce qu'il y en a une fois n'est pas coutume. Hein, ouais, on est sur du MT6732 et c'est une vraie première. Et je pense que ça c'était pour être agressif sur le prix. La surprise elle est aussi au niveau du prix. Je pense qu'on peut saluer cette bonne surprise. Ouais. Et puis un téléphone à 140 €, on peut le dire. Voilà, 140 €. Et deux capteurs, donc un à l'avant de 2 mégapixels et un à l'arrière de 5 mégapixels. Et puis pour les fonctionnalités phares de Sony qu'on retrouve sur la plupart de ces téléphones, on a le mode Stamina. Pour améliorer l'autonomie, oui, pour la batterie. Et pour la batterie, je crois que c'est des 2600 et quelque chose. Oui, en tout cas, avec cette diagonale d'écran-là, je rappelle qu'on est à 4,7 pouces, hein, donc on est vraiment dans des dimensions très compactes. C'est le téléphone, c'est un téléphone vraiment qu'on va retrouver à 1 € là dans les offres opérateurs par exemple. Non, mais d'ailleurs, je suis même pas sûr qu'on le retrouve dans les offres opérateurs puisqu'il a une particularité, c'est qu'il est disponible en dual SIM. Ah, d'accord. Il est en dual SIM. Alors, il a un petit peu tout pour plaire. On a aussi le simple SIM, hein, c'est ça ? Alors j'ai eu l'impression. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est en double SIM. Hein. Je l'ai vu en double SIM. Et ce qui dit dual SIM, en tout cas, il n'y aura sûrement pas d'opérateurs qui voudront vouloir le rentrer dans sa grille. Voilà, absolument. Alors du coup, je vous l'ai proposé en prise en main. Je vais peut-être vous le montrer directement à l'écran. Alors ce qui est surprenant avec ce E4G, parce que c'est un téléphone 4G effectivement, c'est ses rondeurs, j'ai envie de dire, parce que on n'a pas l'habitude, on n'est pas habitué à ça chez Sony. C'est un téléphone qui contraste par rapport à la gamme Xperia. Ces dernières années, on a eu des Xperia qui étaient très anguleux, carré, et fins. Rectangle. Alors là, on retrouve certains détails comme par exemple le bouton d'alimentation qui nous rappelle vraiment la marque, la fiche d'identité, l'ADN de Sony. Par contre, sur le reste, il est très rond, il est tout en rondeur, j'ai envie de dire, avec alors bien sûr, on est sur un dos en plastique un peu caoutchouteux. Ouais, c'est du mat. C'est ça, c'est du mat et par contre au niveau prends pas trop les traces de doigts. Non, et au niveau de l'interface, moi j'ai trouvé très très fluide. Enfin, on est sur quelque chose de qui fonctionne. Pierre-Alexandre est plutôt un expert des processeurs Mediatek, donc si t'as le 6732, toi, ça t'inspire ? Avec une config 1 Go de RAM, qu'est-ce que t'en penses, Pierre-Alexandre ? J'ai eu l'occasion de l'avoir en main avec mon Oppo ZP720. Ça marche super bien. Ça marche même, pour faire clair, à côté du Snapdragon 610, 410, pardon, il est largement plus puissant. Ce qui est dommage, c'est que Sony a pris une dalle HD, QHD au lieu d'un HD. Ça aurait été agréable parce qu'avec ça, tous les jeux marchent dessus. Bon, après, par contre, ce qu'on repère, d'un point de vue compatibilité, pardon. Ouais, vu niveau puissance, même les gros jeux qui nécessitent normalement des gros processeurs, là-dessus ça marche. Je peux faire tourner tous les gros jeux qu'il y a sur le store de D'accord. Dispo. Parce que d'un point de vue affichage tout simple, j'ai envie de dire, alors ça reste très agréable à l'œil. Hein.
Je sais pas ce que t'en penses, Ouais, Mathieu, c'est mais ce que j'allais dire, c'est que vraiment très agréable. Ça me choque pas du tout. Je suis d'accord. Bon, à l'œil, on voit pas la différence entre le HD et le QHD. En tout cas, sur cette diagonale-là. Alors surtout, ce qu'il faut dire peut-être sur ce téléphone-là, c'est qu'on va avoir accès à tous les modes photo qui sont propres à Sony, et notamment la réalité augmentée, des effets supplémentaires, surtout le Time Shift Burst, qui est cette fonctionnalité qui permet de prendre plusieurs clichés et de choisir. Et j'ai vu, Samy, on peut faire du live YouTube aussi, ce qui est pas donné chez tout le monde. Voilà, c'est une option qui est pas donnée chez tout le monde. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que pareil, le problème, c'est que face à certains concurrents, notamment, je pense à Motorola, parce que moi, ce qui me dérange dans ce Xperia E 4G, c'est qu'il est quand même sous KitKat encore. Oui. Et on sait qu'il y a peu de chances que Sony le passe sous Lollipop, parce que voilà, c'est un téléphone à bas coût. D'accord. Et je vois Pierre-Alexandre voulait dire quelque chose. Tu voulais nous dire ? C'est que la plupart des constructeurs, même chinois, les trucs d'import, les trucs qui coûtent 100 balles, qui utilisent ces processeurs-là, ils sont tous mis à jour sur Lollipop. Donc j'ai un espoir que Sony le mette aussi sur Lollipop. Ouais, effectivement, on peut espérer, mais comme le message est passé, en tout cas. Ça demande de la ressource parce que. Il m'a semblé. Est-ce que c'est pas Sony qui avait passé le Xperia Z en KitKat? On était sur des appareils. Et Lollipop arrive aussi sur le Z. Voilà, Lollipop est prévu sur le Z, c'est quand même fou. C'est des appareils qui sont d'une déjà sur Snapdragon. Qui était du haut de gamme à l'époque. Oui, voilà, qui était du haut de gamme. Ouais. Du coup, là, un téléphone à 140 €, surtout qu'il va falloir aussi. Passer toute la surcouche de Sony avec sur une puce qui est Mediatek, qui va demander un peu de travail, plus la surcouche. J'ai un peu peur qu'il le fasse pas. Je peux me tromper, j'espère que Sony démontrera le contraire, parce que bon, on le sait aujourd'hui, nous on réclame sur Andromaque du Lollipop pour tout le monde en 2015, donc voilà. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, alors, par contre, par rapport au téléphone dont on a parlé auparavant, celui-là, je trouve plutôt équilibré. Ouais. Et surtout, je trouve qu'il est en phase avec le prix auquel il est proposé. Et puis bon, après, quand on va acheter un téléphone à 149, combien 149 139 ouais. 139 €, on recherche pas forcément un écran 4K, on recherche pas forcément des performances folles en termes de photos, mais je trouve que il est plutôt complet, parce qu'on a du multimédia dedans, on a de la photo, on a une résolution, et en tout cas un visuel qui est pas dégueu. Si j'ose dire. Non, ouais, je suis d'accord. Après, je suis d'accord. Pour une fois, ils font ils ont fait un gros effort sur le prix. Hein, les gens qui nous regardent sont surtout, à mon avis, également des geeks comme nous, et qui doivent sûrement prêter conseil à pas mal de monde. C'est vrai que après, les gens, ils sont un peu réticents à acheter des marques comme peut-être encore Wiko ou Arcos ou d'autres. Et c'est vrai que là, bon, c'est Sony, c'est une valeur sûre. Pour la garantie aussi, ça peut être une valeur sûre. Donc nous, on fait des petites critiques en tant qu'experts, et par rapport à ce qui se propose à côté. Moi, j'aurais plutôt envie de dire aller sur un Moto, par exemple, qui aura un bon suivi. Mais c'est vrai que c'est une valeur sûre pour qui veut un téléphone avec une marque, une certaine renommée. Bon, très bien. Et c'est très agressif aussi pour une grosse marque. Ouais, complètement. C'est étonnant. Moi, je te trouve étonnant au niveau du prix. Voilà ce qu'on pouvait dire du Sony Xperia E 4G. Merci de nous proposer des noms un peu plus simples à retenir pour la prochaine fois. Allez, je voulais conclure un petit peu cette partie sur le hardware. D'ailleurs, il est 4G, je pense. Ah bah, il est 4G. Il faut préciser. Oui, il est 4G. D'où peut-être le 4G à la fin. Oui, j'espère bien. Mathieu, Pierre-Alexandre, moi je voulais vous parler d'une dernière chose. Je voulais vous dire juste, faire une petite news sur Asus. Pour vous dire que j'allais vous quitter, les amis, parce que Asus propose, et c'est une news qui va concerner un petit peu le Zenfone 2, un petit peu de loin, ou alors pas du tout, parce que figurez-vous que Asus propose depuis peut-être hier, j'ai l'impression, de vous faire participer au meilleur job au monde. Alors, c'est une initiative qui consiste à vous proposer de faire le tour du monde avec un Zenfone 2, avec un budget voyage, nourriture, hôtel, billets d'avion, et vous aurez comme simple tâche, et puis un petit salaire en plus, et puis tout ce que vous aurez à faire, c'est de prendre des photos, de visiter des lieux, et de poster sur un blog vos impressions sur votre voyage. Attends, le tour du monde avec un Asus, avec le Zen UI que tu chéris tant, et là... Mais alors, du coup, ça se passe cet été. Alors, il y a un site...
Il y a un site qui a été mis en ligne d'ailleurs. Si vous allez sur le site de Asus, vous aurez un lien vers ce site qui s'appelle lemeilleurjob.asus, enfin bref, et qui vous propose, voilà, qui recherche un ambassadeur de la marque, qui soit un petit peu photographe sur les bords, qui soit aussi blogueur, qui puisse rédiger un petit des billets quotidiens. Ça se passe pendant un mois, c'est sur tout le mois de août de cette année, hein. Ça, je parle du voyage, hein, parce que vous pouvez déjà vous porter candidat, et donc il y aura des entretiens au terme desquels sera sélectionné le candidat ou la candidate. Il y aura 5 destinations, donc Paris, Los Angeles, Buenos Aires, Afrique du Sud, il y aura Johannesburg, Kyoto, enfin bref. C'est tout frais payé. Bah écoutez, si vous rêvez du meilleur job du monde, je crois qu'on l'a trouvé. Voilà, je voulais finir là-dessus parce que c'est plutôt sympa. Si j'avais quelques années de moins, je me serais courté candidat. Surtout que tu corresponds au profil. Mais complètement. Complètement. C'est vraiment si ça n'y part, hein. Je reste, vous inquiétez pas. J'aiderai Marie. Ça sera, voilà. Bon, alors, je vous propose après une courte pause de nous attaquer aux actualités Android du moment. À tout de suite. Mathieu, est-ce que tu fais du sport ? Un peu. Je crois savoir que oui. Est-ce que tu cours ou est-ce que tu es plutôt salle ? Non, moi je suis plutôt sport en équipe et sport en plein air, basket. Je fais un peu de salle aussi, basket, foot. Bon, ok, alors moi je cours. Je cours le week-end et la bonne nouvelle de la semaine, nous vient du côté de Spotify. Où je vais te faire les choses simples. Je te propose de regarder tout de suite cette vidéo qui est assez bluffante. Start running. Tempo detected. Alors Samy nous dit qu'il court, mais rien qu'en regardant la vidéo, je l'ai vu faire ça. Ils m'ont fatigué. Non, mais t'as vu le mec qui se déchire à la fin. Ah, c'est énorme, c'est ça la course. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que donc Spotify va bientôt proposer une mise à jour de son application qui va proposer cette fonctionnalité propre qui s'appelle donc Spotify Running et qui va consister en fait à proposer une playlist automatique qui va s'adapter au tempo de la course. Hein, du coup, ça, on n'a plus de problème de très rythme. Très bonne idée. C'est une super idée et puis ça va nous pousser à nous aller au-delà hein, de nos capacités. Et donc, puis entre tous les concurrents qui sont là maintenant, parce que ça continue. Hein, on a vu dernièrement Tidal, Spotify, il y a du monde. Il y a Apple qui risque d'arriver. Je pense qu'ils doivent mettre les bouchées doubles pour pouvoir garder la main dessus parce que lorsque Apple va débarquer, on sait aussi également le raz-de-marée que ça va faire avec Beats Music. Ouais, complètement. Alors et ça donc c'est enfin pour étant alors moi je cours en utilisant Spotify mais alors actuellement on est obligé de choisir une playlist. Alors il y a par exemple Nike qui propose sa propre playlist pour courir. Donc c'est assez rigolo. Par contre, ça sera sur des chansons bien définies. Là ce que propose Spotify, c'est d'adapter le contenu de la playlist au rythme auquel on court. Hein, donc c'est plus ou moins rapide en termes de BPM. Suivant notre rythme, je trouve ça très malin. À la fin, au début, tu commences par une bonne musique techno et à la fin tu finis par un slow. Je finis par un slow dans la dernière ligne droite. Ah non, moi je finis toujours par un petit sprint. Ah d'accord. Ah, toujours, ouais. Pour arriver en sueur pour dire voilà j'ai couru. Le mec il veut justifier sa douche quoi. Ouais, je prends la douche là. Faut rentabiliser la douche. Alors la mauvaise nouvelle parce qu'il y en a une. Alors j'ai pas fini avec les bonnes nouvelles pardon. C'est qu'ils vont également intégrer l'application Runkeeper à Spotify Running. Alors Runkeeper c'est l'application qui permet à côté de suivre ta trajectoire en fait, tout à fait. Qui a une grosse communauté et du coup avoir la communauté Spotify et Runkeeper et les deux ça peut déjà donner des idées à ceux qui sont dans l'une ou l'autre communauté. Pour tout te dire Mathieu, actuellement je cours en démarrant Spotify pour la musique d'une part et Runkeeper pour le rythme et puis pour le tracé d'autre part. Donc là tout sera
ensemble. La mauvaise nouvelle, et il y en a une, c'est que bien sûr, et comme d'habitude pour les applications US qui nous viennent des US, eh bien, pour l'instant, c'est prévu que sur iOS. Enfin, c'est prévu en priorité sur iOS, donc ils vont sortir ça, c'est déjà disponible. C'est déjà disponible sur iOS, donc on peut espérer que dans quelques semaines, ça vienne... Ils sont bien sympas chez Spotify, hein, parce qu'on sait qu'en ce moment, Apple leur met des petits bâtons dans les roues en ce moment pour essayer de rafler la mise auprès des majors. Et je pense qu'ils pensent surtout en termes de base d'utilisateurs. Business first. Alors voilà, ça c'était pour Spotify. Alors la prochaine, je vous ai trouvé une petite vidéo assez rigolote sur Internet et qui risque de régler le seul, mais le gros problème des smartwatches. On regarde ça ? Alors Mathieu, c'est pas bluffant ça, hein? Bah ça c'est. Tu connaissais cette vidéo? Non, je connaissais pas cette vidéo, mais au final, ce qui est drôle, c'est que ça reprend déjà sur la première façon de taper, ça reprenait le. J'ai l'impression, c'est que du swipe sur tous. Non, voilà, les premières, ils tapent un peu comme ce qu'on faisait à l'ancienne sur nos anciens téléphones. Exactement, sauf qu'au lieu d'avoir une touche. Oui, c'est ce que tu veux dire, c'est qu'on tapait 3 fois pour avoir le C, on tapait exactement. Alors, sauf que là, je sais pas si tu as remarqué, mais après, à la fin, il swipe. Il y a du swipe aussi, c'est-à-dire que tu as de l'écriture prédictive, et notamment, et alors c'est très bluffant. Donc, ce qu'on voit là, vous voyez la phrase s'afficher en haut de l'écran. Alors, pour l'instant, c'est en anglais, hein, c'est sur un dictionnaire en anglais, mais on voit les mots se former en direct pendant qu'il les tape et à une vitesse absolument bluffante. Alors qu'est-ce que c'est, d'où ça sort ce truc? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est fait par une filiale de Snapkeys. Snapkeys qui est l'éditeur du clavier sur Android, iOS, voilà. Donc ça vient déjà, ils ont déjà la connaissance et le savoir-faire pour faire des claviers prédictifs, d'une part, et d'autre part, en fait, donc c'est une filiale qui propose non pas le logiciel, mais ils proposent la montre en tant que telle. Donc en fait, c'est des gens qui proposent cette montre sur Kickstarter pour l'instant. D'accord. C'est un projet en cours de financement qui n'est pas encore financé. Si tu me permets juste une remarque, en fait, cette montre me rappelle quand même pas mal celle qui est faite par Homemate, une société qui est tenue par un Français d'ailleurs, basé en Chine, qui s'appelle Laurent Le Pen, et qui a fait la Homemate True Smart. Donc elle me rappelle étrangement, et d'ailleurs, ce qu'on voit, les amis, derrière, c'est bien du Android et pas du Android Wear. Exactement. Alors j'allais dire tout à l'heure, pour toi, quels sont les deux gros problèmes d'Android Wear? D'une part, c'est qu'on n'est pas capable de répondre à ces messages, hein. On peut juste les consulter, on peut consulter les répond ces notifications. On ne peut répondre qu'en dictée vocale. Alors là, ça permettrait éventuellement de taper. Il y a déjà eu des initiatives de clavier sur Android Wear, mais c'est la première fois que j'en vois un aussi impressionnant au niveau de l'écriture prédictive et aussi efficace, parce que là, moi je pourrais m'imaginer en train de taper un message rapidos comme ça, surtout que je suis un grand fan de swipe. Sur Android Wear, il y a iType qui a lancé aussi un clavier de son côté, et qui marche avec une seule bande de mémoire et qui fait de la prédiction aussi également. Mais effectivement, c'est encore un domaine à conquérir. Il y a une carte à jouer pour ceux que ça pourrait intéresser, et pour l'instant, tu as raison, Google Now a encore, Google Voice, ça a encore besoin de gagner en maturité, surtout chez nous en France. Complètement. Et alors le deuxième point sur lequel c'est très différent d'Android Wear, c'est sur le fait comme tu dis, c'est une interface Android de base, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser des applications sur la montre de façon autonome. Donc on n'est pas du tout sur une montre qui a besoin pour fonctionner d'un smartphone. À côté, on est sur une montre qui est autonome. On va donc pouvoir recevoir, lire et répondre aux messages, mais on va aussi pouvoir recevoir des appels dessus, sans problème. Et à mon avis, le bouton que tu vois au milieu, parce qu'elle ressemble vraiment à la Homemate d'une manière assez troublante, c'est le capteur photo. Je suis prêt à te parier que c'est un capteur photo, parce qu'il est vraiment plus gros que les deux autres. Et c'est pour faire les photos sur les côtés, ce que faisait la Homemate. Un petit peu à la Samsung aussi. J'en profite juste, si tu me permets, de saluer Jason, qui nous fait un petit coucou, qui est un rédacteur de chez Android MT, et qui nous fait un petit coucou à toute l'équipe. Donc, merci à lui.
Alors, la dernière chose que je voulais vous préciser à propos de cette iType, elle s'appelle iType Smartwatch, donc c'est qu'elle est disponible sur Kickstarter. Il reste plus que 3 semaines pour la financer. Actuellement, elle n'est pas encore financée et elle est disponible à $185. Ça fait quoi ? Ça fait dans les 150 € peut-être. C'est ça. C'est plutôt honnête. Sachant qu'il faut savoir qu'il y a des paliers, qu'à mon avis, enfin je sais pas si c'est le palier le plus bas, mais il va pas falloir traîner si elle vous intéresse en tout cas, parce que après les paliers montent vite. Oui, c'est ça. C'est bien le palier le plus bas. Tu fais bien de le dire, Mathieu. La news suivante. Donc je t'avais promis de parler de peinture d'intérieur. Wow. Après le light painting. Eh ben oui, écoute, je pensais pas vous parler de ça, mais en l'occurrence, il s'agit de. Alors, tu connais les peintures Deluxe Valentine. Oui, ouais. Deluxe Valentine, donc c'est celle avec la panthère là. Oui, c'est ça. C'est une marque de peinture assez connue. C'est ça. Alors, ils proposent. Alors, c'est plutôt des peintures qui sont un peu chères. C'est un peu cher, mais tu trouves ça le Roi Merlin, c'est pas complètement. C'est pas exclusif. Quoi. Alors, moi, j'étais complètement bluffé parce que ils ont sorti une application. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien du tout. Mais par contre, l'application est vraiment bien faite, sur laquelle donc, on va pouvoir effectivement consulter, pourquoi pas, toutes leurs nuances de couleurs, trouver des revendeurs, etc. Mais on va pouvoir, et c'est ce qui m'intéresse moi, c'est cette application de réalité augmentée. Ça sent les travaux là. Voilà, pour choisir la couleur de son mur. Ça sent les travaux chez toi, non ? Voilà, c'est du coup, cette fonctionnalité s'appelle Visualizer. Et lorsqu'on clique dessus, alors voilà, ça nous propose toute une série de photos. Alors, elles sont plutôt sympas, leurs photos. Alors, on prend une photo et puis on va pouvoir appliquer. Et là, c'est vraiment de la magie. On va choisir des couleurs. Alors, par exemple, hop, je vais prendre ce pourpre. Et en cliquant sur l'image, on va pouvoir colorier les murs, mais vraiment... En fait, tu peux donner ça aussi à tes gamins. Hein. Voilà, on va pouvoir les colorier comme on veut et voir un petit peu sur des vraies photos ce que ça donne. Au niveau des nuances. Et alors, ce qui est assez bluffant, c'est que du coup, on a accès à toute la gamme de couleurs. Ah, je vous laisse voir, hein, de la marque de Deluxe Valentine. Donc, c'est très, très riche. Là, on en choisit une. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on va pouvoir aussi l'appliquer sur ses propres photos, Mathieu. Alors, tu vois, je me suis amusé à prendre des photos de chez moi. Exact. Je ne sais pas si je vais retrouver. Voilà, hop. On visite l'intérieur de chez Samy. Voilà, wow. Je vous invite dans mon salon. Exact. C'est dans quelques secondes. Chez toi. Alors, comme vous voyez. Alors, je sais pas pourquoi, mais ma photo rend beaucoup moins bien que la leur. Donc, si j'ai envie de me faire un petit salon couleur taupe. Fais gaffe, hein. En fait, un peu sombre. Les amis, ils postulent pour le job d'Asus. Regardez, ça se voit, il fait des photos. Regardez, j'applique. Alors, ce qui est vraiment bluffant, je trouve, c'est que ça applique la couleur sur le mur tout en gardant les nuances de luminosité. Ça garde les ombres, ça fait pas un aplat. Non, ouais, effectivement. Ça te donne vraiment l'aperçu réaliste, hein, j'ai envie de dire, avec les nuances de couleurs, de tons. Je trouve ça vraiment, vraiment bluffant. Enfin, vraiment, voilà. Je m'attendais pas à être surpris. Je pensais que c'était une application vraiment plutôt commerciale, mais au final, voilà, je suis plutôt surpris. Je vais vous en faire une autre, allez, pour le plaisir de visiter mon chez-moi. Cette fois, je vous emmène dans mon entrée. Et ben, on va visiter. Bon, allez, alors c'est tout. Voilà. L'intérieur de chez Samy. Pareil, je vais prendre une petite couleur mangue, que j'applique sur les murs. Vous voyez que ça garde les nuances de j'ai envie de dire de lumière. On peut aussi appliquer alors ils ont un système qui fait qu'on peut garder en fait une partie de l'image d'accord, sans peinture, hein, de façon à non, je me suis loupé, je l'ai pas bien fait, mais c'est plutôt assez évolué.
Écoute, voilà. On nous dit, j'entends à l'oreillette que si tu peux faire de la plomberie aussi, Benji est très intéressé. Allez, prochaine émission, on parlera de plomberie. Voilà, je voulais vous le montrer parce que je trouvais ça bluffant. On va passer maintenant sur une actu dont on a discuté pendant le Mobile World Congress, Mathieu. C'est chez nos copains de Arcos et c'est avec l'innovation logicielle qui s'appelle le Arcos Fusion Storage. Je vous propose de découvrir une vidéo. Alors, on s'excuse, elle est en anglais parce qu'elle est sur le site international d'Arcos, qui nous explique comment fonctionne le Fusion Storage, parce que maintenant c'est en live, hein, oui, c'est disponible auprès de tous les utilisateurs Arcos. Ouais. Hein, et on vous rappelle un petit peu ce que c'est, mais je pense que vous allez comprendre avec la vidéo. Allez, on y va. In this video, we're going to show off the new Arcos Fusion storage system, what it does and what it's good for. Remember, Arcos Fusion Storage lets you combine the internal storage on your device with the storage on your microSD card into one manageable block without losing any data. And we're off. To start, we're putting in a microSD card into the product, which the device has mounted and expanded the available storage on the phone. Now we're going to switch on Fusion Storage to combine and optimize the two memory types. This is really easy to do. You just need to go into the phone settings, touch Fusion Storage. Bon Mathieu, ça a l'air très simple. Donc en effet, il suffit d'aller dans les réglages du téléphone et d'activer cette fonctionnalité Fusion Storage que nous explique le sympathique, notre sympathique expert de chez Arcos. On rappelle à quoi ça sert peut-être, Mathieu ? L'idée c'est quoi ? C'est tout simplement de fusionner le stockage de votre appareil avec celui de la carte micro SD. Et du coup, par exemple, si on prend un téléphone qui a 8 Go de stockage et 32 Go de carte SD, on se retrouve avec 40 Go de mémoire interne. Alors, on rappelle peut-être quelle est la contrainte derrière ça, hein, c'est que sur un téléphone qui n'a pas beaucoup de mémoire, imaginons un téléphone encore pire, hein, qui aurait, je sais pas, 1 Go, 2 Go de mémoire. Mon Dieu, j'espère que ça n'existe plus. J'en ai vu en circulation encore. Hein, ouais. Salut Camille. Hein. Alors sur ces téléphones-là, on pourrait éventuellement, donc on a du 1 Go de mémoire interne, et les gros problèmes de ces téléphones-là, c'est qu'on ne peut pas, on a une capacité très limitée en termes d'installation d'applications. Hein, c'est un peu ça le problème. Et là, alors en fusionnant avec une carte micro SD, normalement, je dirais de façon native sous Android, on ne peut pas déplacer n'importe quelle application sur la carte SD. Hein, c'est quand même, ça reste très limité. Hein. C'est ça rappelle des mauvais souvenirs. Faire l'effort et du coup, pas tout le monde le fait parce que c'est beaucoup de boulot quand même. Ouais, notamment sur toutes les applications Google. C'est problématique parce que c'est des applications dont on peut pas se passer. Et des applications qui de mise à jour en mise à jour deviennent de plus en plus lourdes. De plus en plus lourdes et qui occupent de plus en plus de place. Et alors là, la promesse d'Arcos, c'est de fusionner l'espace disponible sur la carte SD avec l'espace mémoire interne du téléphone, de façon à proposer de façon à ce que le téléphone ne fasse pas la différence, j'ai envie de dire, et du coup de pouvoir installer des applications à hauteur de tout son espace mémoire. C'est la promesse que nous vend Arcos, oui, c'est un de nos coups de cœur du Mobile World Congress. En termes de fonctionnalité, c'était bluffant. Toi et moi, on est quand même un peu dubitatif parce qu'il a fallu aller taper très très bas dans le code dans le kernel d'Android. Et c'est là où c'est pas qu'on remet en doute Arcos, mais même un gros constructeur. C'est là qu'on demande à voir. Voilà, c'est là que même un gros constructeur comme Samsung d'aller aussi bas dans le code. C'est pas donné à tout le monde. Bon, Pierre-Alexandre, tu en penses quoi de cette fonctionnalité ? Alors moi je trouve que c'est vachement intéressant et j'en ai parlé avec d'autres gens il n'y a pas si longtemps et en fait justement c'est le truc qui peut être intéressant, c'est pour justement les mobiles qui ont très peu de mémoire. Ils peuvent sortir des mobiles avec très peu de mémoire et de sortir avec une carte SD, ça coûte moins cher. Complètement. Donc ça peut être sympa. Mais la question que je me pose, c'est sur cette gestion des deux mémoires. Si par exemple on installe des gros fichiers, comment ça se gère ? C'est vraiment la grosse question que j'ai. Donc c'est-à-dire si on enlève la carte SD, alors qu'il y a toujours le système actif, comment ça se passe ? Alors, pour avoir un peu le même système, moi, sur une Nvidia Shield console, tu sais, et donc Nvidia développe justement cette passerelle, le fait de pouvoir passer ses jeux sur la carte micro SD. Oui. Et du coup, quand t'enlèves, tu vois un espèce d'Android sur ton interface, mais t'as plus accès à l'application. Et ce qui est très intéressant aussi...
Ce que nous explique la vidéo, c'est que c'est très simple de mettre en place, enfin d'activer le Fusion Storage, et c'est très simple de l'enlever. De l'enlever, c'est ce qu'ils nous promettent. Voilà, c'est ce que nous promet en tout cas. Alors, par contre, ce ne sont pas des fichiers système qui vont être déplacés sur la micro SD, donc le téléphone va quand même booter, il va quand même s'allumer même si on enlève la micro SD. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un tas d'applications qui ne marcheront plus. Voilà, exactement. Concrètement, oui, il n'y a pas d'autre choix là, il n'y a pas de miracle. Ah bah complètement, oui. Bon. Pendant ce temps-là, sur Twitter, merci d'être là, merci de réagir. On nous signale qu'il ne faut pas confondre les peintures de Lux Valentine avec la charmante Valentine de Luxe, qu'on ne connaît pas. Je ne connais pas, on l'embrasse. Mais qu'on ne demande qu'à connaître, voilà. C'était la dernière news que je voulais un petit peu vous présenter. L'actualité est quand même riche en termes d'applications. On va passer le petit jingle avant de laisser la parole à Pierre-Alexandre pour nous présenter sa sélection de jeux Android pour ce week-end à rallonge, par exemple. Exactement. À tout de suite. Pierre-Alexandre, la parole est à toi. Tu nous as fait une petite sélection petits oignons en termes de jeux Android. Ce que j'aime bien dans ta sélection, c'est qu'il y en a pour tous les publics. Je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu veux mettre en avant d'abord ? D'abord, il y a Dumb's Way to Die, qui est un jeu... Le 2, hein ? Ouais, le 2, c'est ça. Alors, pour nous mettre dans l'ambiance du jeu, je te propose de passer une vidéo qui est assez drôle et qui, moi, me provoque des sensations. Ouais. Ah, peut-être c'est elle, Valentine de Luxe, on ne sait pas. Bon, l'ambiance est posée. Ça commençait bien, puis tout d'un coup, patacrac. On a une deuxième vidéo à vous montrer. Vous verrez que vous allez comprendre un petit peu l'ambiance du jeu. Celle-là. Voilà. Ça se termine très mal, cette c'est histoire. pas une fatality, ça ? Ça pourrait être une fatality. Ça se termine très très mal pour notre copain, là, le petit bleu. Alors, de quoi il s'agit, Pierre-Alexandre ? C'est quoi ce jeu, là, un petit peu trash ? Ouais, donc déjà, je remercie Gaëtan, qui m'a proposé le jeu, donc de mon équipe. Donc c'est un jeu, en fait, ça mêle un peu tout ce qui est track and field, donc ces jeux un peu où on doit se défoncer pour faire des scores, donc courir, faire des sauts, etc. Le truc, c'est que si on perd, c'est un peu comme la série Happy Tree Friends, pour ceux qui connaissent. Donc c'est du gore, c'est-à-dire ça mélange un peu le cartoon, les trucs enfantins avec du gore. Et puis tout d'un coup, c'est marrant, c'est clair que c'est marrant. Ouais. Donc c'est sympa. Alors, c'est original, ça change un peu. Sinon, au niveau du gameplay, écoute, moi ce qui est pas mal, c'est que j'ai pris le jeu, donc je vais pouvoir peut-être vous proposer une séquence de gameplay. Alors bon, je vais pas être très très bon. Je vais pas être très très bon parce que là j'ai pas le téléphone en main. Hein. Je trouve des excuses. Hein. Mais voilà à quoi ça ressemble. C'est plutôt. Au début c'est un peu mignon. Hein. En tout cas, graphiquement, c'est très joli. Voilà. Ensuite, on évolue sur une carte. Hein, on a droit à différents niveaux, j'ai envie de dire. Et puis, alors moi, je suis où là ? Je sais pas où je suis, mais je vais essayer. Je vais essayer d'être là. Voilà. Hop, je vais là, et puis. Faut taper. Tape. C'est comme ça ? Oui, faut fracasser ton écran. Ah là, t'es mort. Ah, c'est trop tard. Ah oui, d'accord, loupé. J'avais pas compris que ça allait déjà commencer. Et puis on arrive à un niveau, on nous propose alors une série d'épreuves. Alors vous voyez, hop, voilà les épreuves auxquelles on a droit. Et puis ensuite, on a un petit... Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, ça c'est facile. Alors il faut sauter. Ah zut. Ça s'est retourné. Voilà. Et hop, j'ai gagné. C'est très simple. Hein. En fait, c'est des mini-jeux. C'est des jeux très... Old. Alors là, il faut une accélérateur. Bim, crac. Voilà. Et donc je suis mort une fois. Là, il faut lancer le poids, donc faut y aller. Voilà, là c'est réussi. Mais il y a des jeux qui sont plus durs que d'autres quand même, hein, Pierre-Alexandre. Je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, j'ai testé rapidement, mais ouais, il y a un peu de tout. C'est toujours comme ça dans ce type de jeu. Alors par contre, il est en anglais, hein, au niveau des instructions. Il est en anglais, donc il faut être très réactif en même temps, puis il faut comprendre ce qu'on nous demande. Hein. Et là, à mon avis, ça, après, ça peut être facilité avec l'anglais. Voilà, là, quand il suffit de tapoter, je suis bon. Hein, là, je vais gagner la course, regardez, hop. Attention à pas péter l'écran. Voilà, j'ai gagné la course. Et là, il faut faire ses lacets. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe si on les fait mal. Bam. Voilà, c'est aussi bête que ça. Bon, c'est différent, ça ressemble au lapin crétin. Un petit peu. Alors, c'est un plus trash. Hein. Oui. Alors, c'était Dumb Ways to Die 2. Voilà. Hein. On passe au jeu suivant, Pierre-Alexandre. Donc là, très dans récent, un autre style. Beast Quest. Beast Quest, comme tu dis. Alors, par contre, là, on a une vidéo de gameplay. On va pouvoir la passer. Et ce que je te propose, c'est de la commenter en direct, Pierre-Alexandre. D'accord. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, ce jeu, c'est un espèce d'action RPG, donc avec des niveaux qui sont assez restreints. C'est pas une grosse carte. Et en gros, c'est des combats un peu à la Infinity Blade. Donc là, on va voir. Donc c'est-à-dire que c'est un peu différent puisqu'on peut attaquer quand on veut. Et après, il faut esquiver quand il faut. On peut avoir notre bouclier, etc. Donc c'est un peu plus, un peu plus dynamique et surtout qu'il peut avoir plusieurs ennemis contre nous. Donc, voilà, on a des petits QTE, etc. Genre là. On peut éviter et puis on peut tuer le mec juste derrière. Ouais, donc en fait, c'est assez efficace, c'est sympa, c'est joli, c'est assez léger en plus et c'est gratuit. Ça tourne bien, hein. Moi je l'ai testé, ça tourne très bien sur par exemple mon Zenfone. On a tout un système d'esquive, on a des pièces à ramasser, on a des quêtes à accomplir, donc on est sur un jeu d'aventure, comme tu dis, dans un style plutôt RPG, parce que le personnage va progresser en niveau. Et puis on a, il y a de quoi nous occuper. Alors c'est un jeu, est-ce que tu sais s'il se joue en offline ? Oui, c'est un free-to-play. Je sais pas. Je t'avoue que je sais pas là-dessus. J'ai pas l'info. Voilà, en tout cas, on a vu le système de progression et de. Sur le premier jeu, on avait dit que c'était gratuit aussi. Le premier jeu est gratuit aussi. Donc, autant Dumb Ways to Die que celui-ci, donc qui s'appelle Beast Quest, sont disponibles gratuitement sur le Play Store. Et le cache-up apparemment est assez bien caché. Donc, ce qui fait qu'apparemment c'est pas du pay to win quoi. Donc, d'accord. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, on est sur un jeu bien équilibré, sur une monétisation qui est plutôt équilibrée. On va pouvoir quand même progresser dans le jeu, même si on n'achète pas des éléments supplémentaires. Hein, c'est ça ? Voilà, c'est ça. D'accord. Parce qu'à un moment, j'ai cru que tu parlais chinois, j'ai pas tout compris. Troisième jeu que tu voulais nous proposer, un jeu de réflexe, un jeu d'habilité, un jeu de sport, un petit peu. Donc table tennis, faut savoir que les jeux de ping-pong, pour faire plus simple, c'est assez rare d'en avoir. Déjà sur console, il n'y en avait qu'un seul. Et c'est joli, c'est super joli, c'est super bien fait. Il y a les effets, etc. Ouais. C'est hyper réactif, l'IA est plutôt pas mauvaise de ce que je sais. Et donc ce qui fait que c'est vraiment sympa, c'est agréable à jouer, c'est rapide, c'est gratuit aussi. Et les développeurs sont assez impliqués puisqu'il devrait y avoir par la suite aussi un mode multijoueur qui devrait être intégré. Oui, alors ce qu'on voit aussi, c'est que même s'il s'agit d'un jeu de ping-pong, plutôt une chose plutôt simple, on a beaucoup de modes de jeu disponibles. Voilà. Et puis en plus de ça, ce qui est bien, c'est que le gameplay, il n'est pas simplifié comme ce qu'on pourrait croire sur la plupart des jeux mobiles. On garde tout ce qui est effets, etc. Et bon, peut-être quelques petits effets, mais dans l'ensemble, quand on tape, on a vraiment une direction qu'on se dit qu'on va prendre. Enfin, c'est précis. D'accord. C'est pas du simple. Donc c'est vraiment bien, je le recommande. Et ça change de ce qu'on a habituellement. C'est tellement rare que ça mérite d'être mis en avant. Merci Pierre-Alexandre pour cette sélection. Écoutez, on arrive au bout de l'émission. Merci donc d'avoir été également avec nous, Pierre-Alexandre, tout au long de cette émission. Ça fait un plaisir de t'avoir ici. Tout comme Mathieu. Je voulais juste vous rappeler, avant de nous quitter, que Watch TV est partenaire officiel du salon MEDPI 2015, qui va se dérouler du 26 au 29 mai. Donc on y est, c'est la semaine prochaine, à Monte-Carlo. Et que dans le cadre de ce salon, on va vous proposer 2 rendez-vous incontournables. Il y aura tout d'abord une émission quotidienne d'1 heure qu'on va donc tourner et qu'on va diffuser en direct depuis Monte-Carlo pour vous présenter avec un tas d'invités prestigieux. Donc si vous êtes un technophile, si vous vous intéressez au monde de la high-tech, vous aurez beaucoup de surprises pendant cette quotidienne. C'est tous les jours de midi de 12h à 13h. Quant à moi, j'aurai le plaisir de me balader dans les allées du salon comme je l'ai fait à Barcelone
Barcelone, Mathieu, pour tourner mes minutes. Je vais m'arrêter sur tous les stands un petit peu pour dénicher toutes les innovations du MEDPI 2015. Et ça sera diffusé toutes les heures à l'heure pile. Vous aurez 1-2 minutes consacrées aux innovations du MEDPI. Voilà ce qu'on pouvait dire. Merci encore Mathieu, merci. Pierre-Alexandre d'avoir été ici. Merci pour l'invitation. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain Andromag. On vous fait des bisous, gros bisous et à merci bientôt pour les tweets. Salut. Salut.